Alors bonjour à tous et re-bienvenue dans l'univers de Flammes Jumelles. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros chapitre. Je vous l'avais mentionné la semaine dernière dans la dernière vidéo que le chapitre 4 et 5 allaient être extrêmement chargés émotionnellement et qu'il me tardait de vous les faire connaître. Je vous disais que c'était un peu paradoxal parce que souvent on aime parler que du beau dans les histoires d'amour, mais si vous êtes en couple et si vous êtes aussi en couple dans une relation flamme jumelle, vous le savez que c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des étapes extrêmement difficiles à traverser qui nous attendent sur le parcours. Tout ça dans une optique absolument fantastique de nous faire évoluer, de nous reconnecter à nous, qu'on incarne de plus en plus notre essence, notre lumière. Mais pour ce faire, ça passe obligatoirement par une plongée dans les ténèbres, dans les abysses de notre âme. Donc c'est vraiment ce que Anna et Phoenix vont vivre à partir de ce chapitre. Ça va aussi se corser dans le chapitre 5 que je vais vous lire la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il s'appelle Chaos. Donc, dans le titre, on voit bien là, que ça va être encore une fois super chargé. Mais j'amène les héros à cheminer vers la lumière. Donc, par la suite, il y a vraiment des beaux passages là, qui vous attendent. Et je le rappelle, cette saga-là a 4 livres. Là. Donc là, je me concentre sur le premier, l'initiation. Mais dans les autres ouvrages aussi, je vous entraîne très, très loin. Les initiations vont se poursuivre du côté des 2 héros. Donc, ça ne s'achève vraiment pas à la fin de ce livre. Quoique vous allez voir en plus à la fin de ce livre, il y a un gros, gros punch. Donc, tout ça pour vous tenir en haleine avec moi jusqu'à la toute fin. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un gros chapitre qu'on s'apprête à vivre. Donc, j'ai voulu le raccourcir un peu parce qu'il est très long dans l'ouvrage. Et il y a certaines scènes que je ne vais pas lire dans le passage. Donc, je vais vous faire un résumé, en fait, de ce que vous n'avez pas accès pour qu'encore une fois, l'écoute soit le plus agréable possible. Donc, le chapitre s'ouvre sur le père d'Anna, qui se prénomme Daniel, qui lui téléphone. Donc, je vous remets en contexte. Au début, Anna habite sur la Côte-Nord avec ses parents, parce qu'Anna, elle est toute jeune, elle a 18 ans, et elle décide d'aller faire ses études à Montréal. Donc, son père, en fait, il a beaucoup de mal à l'avoir quitté le domicile familial, parce que Anna l'explique, ils ont une relation profonde au niveau de l'âme qu'on va découvrir le plus en profondeur dans les chapitres qui vont suivre. Tout ça pour vous dire que le père d'Anna, vraiment, il va prendre beaucoup de place dans l'histoire. Leur lien est très profond. Donc, Daniel est triste qu'Anna quitte la maison familiale, mais en même temps, il l'a toujours encouragé à suivre ses rêves. Mais il lui fait promettre de l'appeler de façon régulière. Donc, dans le livre, le chapitre 4 s'ouvre sur Daniel, le père d'Anna, qui lui téléphone pour lui dire « Tu m'as pas appelé récemment, je m'inquiète ». Je vous rappelle aussi ce qu'on découvre dans le chapitre 3. Donc, à l'âge de 12 ans, Anna a eu une agression sexuelle, tentative de meurtre. Donc, elle a vécu des moments très, très sombres. Et son père, ce qui est arrivé nécessairement, c'est qu'il a développé un instinct protecteur très, très fort envers sa fille. Donc, Daniel, tout ça pour dire qu'il s'est inquiété parce qu'il n'y avait pas de nouvelles d'Anna. Donc, Anna s'excuse. Elle lui dit, papa, j'ai vécu des choses très bouleversantes ces derniers temps. Donc, ce qu'elle explique, c'est qu'elle a rencontré Phoenix, que c'est vraiment une relation extraordinaire, une relation d'âme-sœur qu'elle croit à cette époque-là, mais qu'en même temps, il y a un côté extraordinaire, mais il y a un côté très difficile à vivre. Donc, elle dit à son père qu'il est un peu chamboulé, puis que c'est pour ça qu'elle n'a pas donné signe de vie. Donc, son père est très surpris en fait d'apprendre que sa fille Anna a rencontré un homme. Il sait qu'elle n'a pas tendance à s'ouvrir aux hommes, qu'elle est très méfiante. Et comme je vous dis, son instinct protecteur fait en sorte qu'il veut savoir c'est qui cet homme. Donc il demande à Anna le nom de famille. Elle lui révèle, bon, il s'appelle Phoenix Thomas. Anna se doute fortement que son père va faire des recherches sur lui. Donc elle lui dit, papa, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Parce que Phoenix, je le rappelle, c'est un homme mystérieux. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, il s'est pas mis sur les réseaux sociaux. Donc, son père, il dit à Anna, ben moi, j'ai des contacts dans la GRC, qui est la Gendarmerie royale du Canada. Donc, je vais faire ma petite enquête sur cet homme. Et ensuite, il clôt le passage en disant à Anna, passe-moi Madame Saint-Ange. Madame Saint-Ange, c'est Jeanne, je vous le rappelle, c'est la vieille dame chez qui Anna habite pour son année scolaire. Donc, elle aussi, je vous le rappelle, elle va avoir un rôle capital. Et là, vous allez voir dans le chapitre 4 qu'elle va entrer en scène là, un peu plus. Tout ça pour dire que le père d'Anna parle avec Madame Saint-Ange
Et à la suite de cet appel, Jeanne va aller voir Anna pour lui dire: j'aimerais bien rencontrer cet homme qui fait battre ton cœur, donc j'aimerais bien rencontrer Phénix. Mais je vous rappelle que Phénix, on apprend qu'il est parti à la chasse pour une semaine. Donc, Anna va dire à Jeanne: je vais lui demander si ça lui tente de venir manger à la maison quand il va être de retour de la chasse. Donc ça, c'était important que vous ayez l'info. Sinon, justement, pendant la période que Phénix est parti à la chasse, qu'est-ce qui se passe du côté d'Anna? C'est qu'elle se remet en doute. Donc, ce qu'elle va dire dans le livre que je vous lis pas, c'est que c'est une personne très naïve. Elle le sait qu'elle est naïve et ce qu'elle dit, c'est que trop souvent dans sa vie, les gens ont abusé de cette naïveté qui est pour elle une force. Effectivement, on va l'apprendre plus tard. Mais tout ça pour dire que les gens y ont abusé de sa naïveté. Donc, le fait que Phénix soit éloignée d'elle, elle ne peut pas le contacter. Elle explique aussi qu'à la pourvoirie où est-ce qu'il est avec son copain Jimmy, aucun moyen d'entrer en contact avec lui. Donc, ce qui arrive, c'est que Anna va se remettre en doute sa relation. Elle va dire: c'est trop beau pour être vrai, malgré qu'elle a perçu chez Phénix une dualité qui, dans le chapitre 4, justement, va jaillir de plus en plus. Mais, somme toute, son histoire d'amour pour elle, elle est absolument renversante, extraordinaire. Mais le fait que, je vous le rappelle, Phénix est éloignée d'elle, le doute qui va s'agiter, ça, c'est vraiment une initiation qu'Anna va être portée à vivre, pardon. Et c'est moi-même ce que j'ai vécu, travailler le doute de soi, qui est une programmation de l'âme. J'en parle beaucoup là, dans mes capsules de flammes jumelles sur ma chaîne YouTube. Tout ça pour dire qu'elle va se remettre en doute, autant sa manière d'être, parce qu'elle va expliquer aussi dans une altercation avec Phénix, que je ne vous fais pas la lecture, que elle sait qu'elle est naïve, que c'est une jeune femme qui n'a pas beaucoup d'expérience. Elle sait qu'elle est toujours dans la spontanéité, dans la joie. Vraiment, elle incarne la beauté de l'enfant intérieur, la pureté de l'enfant intérieur, Anna. Mais dans sa relation avec Phénix, parfois, lui, il est complètement l'inverse. Lui, il est beaucoup plus dans la polarité masculine, le côté incarné, le côté logique, rationnel, terre à terre. Donc, ce qui lui explique, c'est que lui est toujours en train de faire des plans pour l'avenir, tandis que Anna, c'est comme un enfant qui s'amuse, qui fait juste profiter de l'instant présent. Donc, il va y avoir une altercation entre les deux. Anna va se plonger dans ses pensées, et elle dit: je le sais que je suis comme ça, que je suis comme une enfant, mais est-ce que j'ai toujours pensé que ma manière d'être, c'était la bonne, mais peut-être que finalement, j'ai fait fausse route. Peut-être que je devrais devenir plus adulte, incarner un peu plus qu'est-ce que Phénix représente dans le côté beaucoup plus terre-à-terre, moins éthéré. Donc, Anna va vraiment se remettre en question dans ce passage. Mais comme je vous dis, j'essaie de raccourcir là, le chapitre. Donc ça, je ne vous fais pas la lecture, mais je voulais vous dire, là, il va y avoir beaucoup d'interrogations de la part d'Anna. Et en fait, ce que Phénix va lui répondre, parce que je vous rappelle, Phénix, par moment, capte certaines pensées de Anna, parce qu'il y a leur capacité qui s'éveille des deux côtés. Donc, Phénix va capter les pensées d'Anna pendant qu'elle est en train de se remettre en question sur sa manière d'être. Il va lui dire: change surtout pas. Ta manière d'être, c'est la bonne. Justement, tu m'enseignes à apprécier le moment présent, à arrêter de me projeter, de me projeter dans le futur, de faire des plans, d'être dans le contrôle. Phénix est quelqu'un qui est très, très au contrôle. Son ego, il est robuste. C'est un militaire, je le rappelle. Donc, en plus, c'est un officier. Il a un rôle de leader dans l'armée. Donc, il est habitué d'avoir le contrôle. Donc, Anna lui enseigne à lâcher prise sur tout ça. Donc, Phénix va lui dire à quel point elle joue un rôle important dans sa vie. Donc, de ne surtout pas changer sa manière d'être. Donc, finalement, leur altercation va se conclure sur une bonne note. Mais vous allez voir que à la fin du passage, tous ces doutes vont se rallumer en Anna. Je vous rappelle qu'il y a une grosse différence d'âge, donc 9 ans d'écart. Phénix, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience, qui a parcouru le monde avec sa carrière militaire, qui a eu beaucoup d'expérience amoureuse également, donc il est beaucoup plus construit qu'Anna, beaucoup plus de bagages. Donc Anna, elle n'en a pas, c'est sa première expérience de couple, elle est encore aux études, elle sait pas, elle veut devenir musicienne, mais sinon elle a aucune idée de quelle direction sa vie elle veut lui donner. Donc tout ça pour dire que Anna va dire: je pourrai jamais, jamais être à la hauteur de cet homme, vraiment, mon expérience de vie prouve que je ne suis pas à sa hauteur, et ça va être un élément déclencheur là, dans la suite qui va suivre.
Qu'est-ce que je dois vous dire aussi? Oui, Tristan, je vous rappelle parce que là, il va rentrer un peu plus dans le décor. Donc, qui est Tristan? C'est le fameux pianiste qui est présent au bistrot tous les soirs. Donc, c'est lui qui, qui, qui joue de la musique pour embellir l'ambiance du bistrot. On l'a rencontré là, rapidement, en fait, dans le chapitre 2 que je vous ai fait la lecture. Donc, je vous rappelle, Ellie, qui est la meilleure amie d'Anna, a un crush sur Tristan. Tristan, c'est quelqu'un de très gentil, très, très, très gentil. Vous allez le découvrir là, un peu plus tard dans le chapitre 5. Et Anna et lui commencent à nouer une relation d'amitié. Et étant donné que tous les deux, c'est des passionnés de musique, ben, Tristan va vouloir développer cette amitié avec Anna pour parler musique tout simplement. Donc, il va jouer là, un rôle aussi un peu plus tard, un rôle majeur dans la vie d'Anna et dans les révélations qu'elle va avoir. Donc, je voulais vous rappeler qui était Tristan. Je voulais aussi vous dire que là, on va vraiment rentrer dans le paranormal. Et je le répète, il me semble que je l'avais dit la semaine dernière dans ma vidéo, que pour moi, c'est pas du paranormal, mais qu'aux yeux de certaines personnes, ça peut l'être. Je dis que c'est pas du paranormal parce que ma conscience voyage dans les plans vibratoires la nuit, beaucoup la nuit. Et en fait, je vois tout ce qui se passe dans ces plans-là. Donc pour moi, en fait, il n'y a rien qu'on vit sur la Terre qui est de l'ordre du paranormal. Ça se joue en haut, donc ça se joue en bas. Mais je suis consciente qu'aux yeux de certaines personnes, tout dépendant de où on en est rendu sur notre parcours, ça peut avoir l'air un peu tiré par les cheveux. Mais pour moi, je voulais représenter encore une fois le plus possible mon expérience, ce que je vis avec mon mari, avec Benoît. Je voulais aussi qu'on comprenne bien la dynamique qui peut s'opérer dans une relation de flammes jumelles. Donc, il faut savoir que notre âme, elle a un long parcours et ça serait complètement faux pour moi et utopique de croire qu'on a tout le temps incarné des personnages lumineux. Donc, en fait, quand la source s'est fragmentée, ça aussi, j'en parle beaucoup dans mes capsules sur les flammes jumelles, la source est fragmentée pour aller expérimenter la totalité. Donc, c'est pas vrai que la source est fragmentée juste pour aller explorer la lumière. Donc, la source, elle est lumière à la base. Dans l'unité, elle n'est que lumière. Donc, elle s'est fragmentée pour aller vivre aussi l'expérience de l'ombre, de la dualité, de la polarité. Donc, je voulais qu'à travers mes personnages, je pense que vous le savez depuis le temps, c'est Phoenix qui va incarner un peu plus, qui va avoir un plus lourd bagage au niveau de l'âme, qui va avoir incarné un sombre personnage que vous allez apprendre à découvrir. Donc, c'est important pour moi de dépeindre un personnage qui était habité par une forte dualité pour représenter la réalité. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir aussi l'arrivée du paranormal qui, encore une fois, va vous entraîner probablement plus loin que ce que vous pouvez imaginer. J'en ai presque fini. Donc, Anna va aller vivre Noël chez ses parents. Donc, je ne vous fais pas non plus la lecture de ce passage. Elle invite Phoenix, mais Phoenix va lui expliquer que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa mère adoptive qui vit en Alberta. Donc, qui avait planifié d'aller passer les vacances de Noël chez elle. Donc, Anna va aller toute seule, va retourner sur la côte nord avec ses parents et ça va lui permettre d'avoir des discussions avec son père. Donc, elle va lui expliquer qu'elle a vraiment observé chez Phoenix une dualité qui la déstabilise complètement. Son père va lui expliquer, son père porte une grande sagesse, il y a beaucoup de bagages. Elle va lui expliquer que personne n'est parfait sur la terre, qu'au fond, cette dualité, elle nous habite tous et qu'elle ne devrait pas justement juger Phoenix par rapport à tout ça, mais plutôt essayer de le comprendre. Donc, aller plus dans des discussions profondes avec Phoenix pour explorer finalement l'origine de cette dualité. Au lieu, c'est ça, de simplement porter des jugements. Donc, ça la rassure beaucoup ce que son père lui dit parce que chaque fois que son père parle à Anna, ses paroles lui ont une grande importance, un gros impact dans sa vie. Tout ça pour dire que quand elle va revenir des vacances, elle va inviter Phoenix au bistrot, rencontrer ses amis. Donc, je vous les rappelle, ses amis Ellie, Priya et Edwin qui étudient au conservatoire avec elle. Donc, elle veut passer une belle soirée. Elle propose à Phoenix d'aller se détendre au bistrot, de faire la rencontre de ses amis. Et cette soirée va virer au cauchemar. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la dualité de Phoenix va se manifester. Edwin, il est content d'avoir un homme avec lui parce qu'il est toujours entouré de ses 3 copines. Donc, il sait que Phoenix a fait partie de l'armée. Il fait partie de l'armée, pardon.
Donc, il dit, raconte-moi une histoire de guerre, parce que Phoenix se fait beaucoup de missions à l'étranger. Donc, raconte-moi une histoire de guerre. Phoenix va se prêter à l'exercice. Et là, en fait, il va montrer une facette de sa personnalité qu'elle n'avait jamais vue. Une facette très, très sombre du soldat qui incarne. Donc, ça va lui faire peur. Et c'est à la suite de cette soirée cauchemardesque que Anna va se remettre en question, finalement, de dire peut-être que ma manière d'être, c'est pas la bonne, puis que Phoenix va la rassurer. Donc la soirée va quand même bien se terminer, mais Anna est consciente qu'il commence à naviguer sur des eaux troubles, des eaux sombres. Donc, à la suite de cette soirée, Phoenix invite Anna à la maison. Ils vont passer une super belle soirée intime, mais par contre, là, ça fait quelques mois qu'ils sont en couple et ils n'ont pas encore fait l'amour. Donc, Anna commence à s'interroger de mais comment ça, on n'est pas passé à des gestes plus intimes. Ils ont une belle intimité, mais c'est ça, ils franchissent pas le cap de la relation sexuelle et ça tourmente beaucoup Anna. Donc, je vous livre une petite confidence. Phoenix, il est au courant de leur relation de flamme jumelle. Il sait les étapes, il sait qu'ils vont passer par une séparation qui va être extrêmement douloureuse. Donc, par gentillesse, par bienveillance, il attend avant de faire l'amour avec Anna. Parce qu'en fait, il sait qu'ils vont passer par la séparation, puis il ne sait pas comment ça va se produire par la suite. Donc, si jamais ils ne se remettent pas en couple, il ne veut pas qu'Anna souffre du fait qu'ils ont été très, très, très intimes dans la sexualité, puis que finalement, ben, ils ne sont plus ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il réfrène un peu tout le temps les pulsions d'Anna. Donc, ça, oui, je voulais vous donner la confidence. Donc, le passage ensuite, je vous fais pas la lecture de ce passage. Donc, quand je vais recommencer à la lecture, je vais dire 4 mois ont passé depuis cette nuit mémorable. Donc, je vous mets en contexte pour que vous puissiez bien suivre. Et ensuite, 17 minutes, je me dépêche. Donc, il va y avoir la fameuse soirée où tout va basculer. Donc, je vous mets en contexte. Phoenix, je vous le rappelle, c'est un militaire et il est extrêmement doué dans son rôle d'officier. Donc, il va recevoir une médaille d'honneur. Donc, il va inviter nécessairement Anna à venir assister à la cérémonie. Donc, je vous lis pas le passage où est-ce qu'il va avoir la parade. Donc, je le conserve pour le livre. Donc, encore une fois, ben, il va y avoir un petit moment où est-ce que ça va être sauté. Donc, c'est pour vous mettre en contexte. Et c'est ce que je devais vous dire. Oui, je pense pas avoir rien oublié. Donc, je vous souhaite une super belle écoute. Encore une fois, je vous le répète, ça va être chargé émotionnellement, mais c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai traversé. Pas dans ces contextes-là, mais chaque émotion qui va être vécue, je l'ai explorée. Donc, j'espère avoir réussi à le dépeindre là, le plus fidèlement possible, puis d'une manière qui va venir vous chercher intérieurement, qui va vous faire vibrer. Voilà, donc merci encore une fois de me suivre dans cette belle aventure et je vous souhaite la plus belle des écoutes. Le cœur a besoin de s'épancher. La douleur ensevelie dans le silence est un accroissement de peine. Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau. En me réveillant dimanche matin, une sensation désagréable m'envahit, me laissant penser que mon histoire avec Phoenix est bien trop belle pour être vraie. Plus j'y réfléchis, plus je me sens comme prise dans un labyrinthe infernal. Peut-être m'a-t-il menti au sujet d'Aluka. Il est possible qu'il ne l'ait pas réellement quittée. Et en ce qui concerne ses sentiments, il est tout à fait envisageable qu'il m'ait également trompé à ce sujet. Tourmentée par ces pensées, je décide de me changer les idées en allant travailler sur mes devoirs au bistrot. Contrairement aux soirées de semaine, l'endroit est presque désert. Je m'installe près des baies vitrées, laissant les rayons du soleil hivernal réchauffer ma peau. Après avoir commandé un café, j'ouvre mon cahier, croyant que me plonger dans ma dissertation sur la vie de Beethoven m'apaiserait. Malheureusement, cela a l'effet inverse lorsque je découvre que le compositeur a terriblement souffert d'un amour impossible. Dans l'une des lettres qu'il a écrites à sa bien-aimée, il exprime « Ô Dieu, pourquoi faut-il se séparer de ce que l'on aime tant?
Ton amour fait de moi le plus heureux et le plus malheureux à la fois. À mon âge, j'aurais maintenant besoin d'une uniformité, d'une égalité de vie. Cela se peut-il étant donné notre liaison? À la lecture de ces mots, mes yeux s'embuent et je lutte pour ne pas laisser échapper mes larmes. J'ai célébré mes 19 ans la semaine dernière, mais je me sens encore comme une jeune fille, pleine de questionnements et d'incertitudes. Pendant ce temps, Phoenix, avec sa carrière militaire, a parcouru le monde, vécu des tonnes d'aventures et exploré sa propre identité à travers de nombreuses relations. Il est évident que je ne peux pas lui offrir ce dont il a besoin. Je suis incapable de lui garantir la stabilité, car moi-même, je ne sais pas encore ce que j'attends de la vie. En fait, la vie elle-même demeure un mystère pour moi. Malgré mes ouvertures de conscience récentes, je suis toujours en quête de réponses aux grandes questions existentielles sur ma place dans ce monde et le rôle que j'y joue. Consternée par cette réalisation, je décide de m'accorder un moment de répit en allant me rafraîchir le visage. Il est hors de question de laisser mes émotions prendre le dessus ici, au beau milieu du bistrot. En sortant des toilettes, je remarque, derrière le comptoir, la femme qui m'avait regardée de travers le soir où j'ai rencontré Phoenix. Je ne suis vraiment pas fan d'elle, surtout parce qu'elle semble passer plus de temps à flirter avec les clients qu'à les servir. D'ailleurs, elle rit aux éclats avec l'un d'eux, sa main posée sur son avant-bras. Alors que je cherche à regagner discrètement ma table, je percute maladroitement une chaise avec ma hanche et laisse échapper un petit cri de douleur. Alerté par le bruit, le client se tourne vers moi, révélant son visage. C'est Tristan. Au fil des semaines, nous avons échangé quelques paroles et j'ai découvert en lui un homme charmant. Il vient aussitôt me retrouver, laissant la serveuse en plan. « Qu'est-ce que tu fais ici » s'exclame-t-il, visiblement étonné. « Priya m'a dit qu'Edwin et elle allaient skier ce week-end. »« Oui, mais j'ai du retard dans mes devoirs. »« Dans ce cas, je ne te dérangerai pas bien longtemps. En fait, cela fait un moment que je pense à t'inviter dîner. » Sa demande me prend au dépourvu et je cherche une excuse pour esquiver sa proposition, sentant le regard hostile de la serveuse posé sur moi. Est-ce moi ou ta copine ne semble pas m'apprécier? Ce n'est pas ma copine et ce n'est rien de personnel. Florence n'aime pas les femmes en général. Un frisson de mépris traverse mon regard alors que je la fixe. Tristan soupire, semblant désireux de clarifier la situation. Tu sais, lorsqu'on apprend à la connaître, on découvre rapidement qu'elle a un cœur en or. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'inviter, elle, à dîner, lui demandai-je, soulagée de trouver une échappatoire à cette situation embarrassante. Mon langage corporel doit me trahir car il se hâte de préciser que son invitation est purement amicale. Nous partageons une même passion et je réalise que j'aimerais bien avoir un nouvel ami avec qui discuter de musique. Je lui donne alors mon accord et lui laisse mon numéro de téléphone. Cependant, dès qu'il quitte la table, un sentiment de regret m'envahit. Mon intuition me met en garde, me faisant craindre que ce dîner pourrait éveiller la colère de Phoenix. Nos interactions passées me laissent penser qu'il pourrait mal interpréter cette nouvelle relation amicale avec Tristan. Depuis notre rencontre, Phoenix m'a souvent invité au restaurant et j'ai remarqué qu'il n'appréciait guère que les hommes me regardent un peu trop longuement, même si ses regards étaient parfaitement innocents. J'ai tenté d'aborder le sujet avec lui, mais il a prétendu qu'il agissait ainsi uniquement pour me protéger. Pourtant, derrière cette justification, je ne peux m'empêcher de déceler une pointe de jalousie dans son comportement. Cette amitié naissante avec Tristan risque donc de susciter son mécontentement, et je crains que cela génère des tensions dans notre couple. Malgré mes réserves, je décide néanmoins de donner une chance à cette nouvelle amitié, tout en espérant que Phoenix comprendra et acceptera que mes relations avec les autres ne menacent en rien ce que nous avons construit ensemble. Assise au pied de mon lit, j'attends avec une anxiété grandissante le coup de fil de Phoenix. Ces derniers jours, mon esprit a été le théâtre d'une multitude de scénarios, tous plus sombres les uns que les autres. Parmi eux, le pire serait qu'il découvre qu'il s'est trompé à mon sujet, que je ne suis pas celle qu'il croyait connaître si intimement, celle avec qui il partage une connexion d'âme profonde. Cette idée me plonge dans un abîme de désespoir, une souffrance lancinante qui semble ne jamais vouloir se dissiper. Avant de le rencontrer, je n'avais jamais pris conscience de l'estime que je me porte, ou plutôt du peu d'estime que je me porte. Cependant, les sentiments amoureux que je nourris à son égard m'ont poussé à entreprendre un premier travail d'introspection. Ce que j'ai découvert n'est guère flatteur. Je me rends compte que je manque cruellement de confiance en moi et que mon amour-propre est presque inexistant.
Ainsi, lorsque, ce soir-là dans sa voiture, il m'a révélé ses sentiments pour la première fois, j'ai été totalement décontenancée. Même à présent, je peine à comprendre comment il peut m'aimer alors que je ne parviens pas à m'aimer moi-même. Que peut-il trouver de si extraordinaire en moi? Bien que je reconnaisse avoir quelques qualités, mes défauts me semblent si écrasants que je ne vois que cela. Par conséquent, je passe mon temps à essayer de les dissimuler sous de multiples couches de protection. En y réfléchissant davantage, je réalise que nous ne sommes pas si différents l'un de l'autre. Il camoufle sa vulnérabilité et sa sensibilité derrière un masque de dureté, tandis que je me suis enfermée dans une prison intérieure. Personne ne connaît réellement qui je suis. Tout ce que mon entourage perçoit, c'est ce faux personnage que j'ai façonné de toutes pièces pour me protéger du rejet. L'heure prévue pour son appel est largement dépassée maintenant. Seule aux prises avec mes démons intérieurs, je me suis recroquevillée dans mon lit, essayant en vain d'apaiser la douleur qui me ronge le cœur. Juste au moment où le sommeil allait m'emporter, mon cellulaire vibre sous mon oreiller. Avec empressement, je descends au rez-de-chaussée pour ne pas réveiller Élie et Jeanne. « Allô » dis-je, le cœur battant à tout rompre. « Anna, c'est moi. Excuse-moi de t'appeler à une heure aussi tardive. » Je jette un coup d'œil à l'horloge de la cuisine. Il est 1h du matin. Je n'aurais jamais pensé avoir autant ruminé. « Ça va, je ne dormais pas » répliquai-je, essayant de dissimuler mes émotions. Je n'ose pas lui avouer que je suis dans un état lamentable, que j'ai passé la dernière semaine à broyer du noir. « Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu appeler avant » s'excuse-t-il d'une voix tourmentée. « Nous avons eu un accident sur le chemin du retour. » Prise de panique à l'idée qu'il soit blessé, je sens une oppression dans ma gorge. « Est-ce que ça va? » « Oui, ne t'inquiète pas, » répond-il promptement. « Nous avons frappé un orignal, mais heureusement, nous en sommes tous les deux sortis indemnes. En revanche, la Jeep a pris un sérieux coup. Je vais devoir aller voir mon mécano demain. » Un souffle de soulagement immense m'échappe. « Tu m'as fait une de ces frousses, » m'exclamai-je. J'entends sa respiration s'accélérer. « Anna, je suis si heureux d'entendre le doux son de ta voix. »« Et moi donc, tu m'as beaucoup manqué. » Ces mots sont loin de refléter l'ampleur du tourbillon d'émotions qui m'a secouée en son absence. « Toi aussi, tu m'as manqué » m'avoue-t-il, sa voix empreinte de sincérité. C'est alors que je réalise que je me suis inutilement torturée et je me promets de ne plus jamais retomber dans ce piège infernal. « Penses-tu que la Jeep sera réparée d'ici vendredi » demandai-je. « Certainement, pourquoi ?»« Parce que j'aimerais t'inviter à dîner à la maison. Jeanne et Élie seraient ravis de te rencontrer. » « Avec plaisir. » Une chaleur bienfaisante se diffuse en moi. C'est incroyable. Même à des kilomètres de distance, il a toujours cet effet sur moi. « D'accord, alors 18h ?»« C'est parfait. À vendredi. » À vendredi. Libérée de tout un pan de mauvaises pensées, je regagne ma chambre avec un sourire rêveur. Puis, je m'endors paisiblement. À 18h précises, la sonnerie retentit. Oh mon Dieu! J'ai passé la journée à rêvasser de ce moment, mais maintenant, la nervosité m'envahit comme de la mauvaise herbe. Le cœur battant la chamade, je me dirige vers le salon pour accueillir Phoenix. J'espère sincèrement que ce dîner se déroulera dans la joie et l'harmonie, bien que je ressente une légère appréhension quant à la réaction de Jeanne en découvrant notre différence d'âge. Cependant, je reste confiante dans le fait qu'ils s'entendront bien, étant tous deux dotés d'une ouverture d'esprit similaire. « Bonsoir » le saluai-je en ouvrant la porte et en l'invitant à entrer dans la maison. Il me tend une bouteille de Chablis avant de se débarrasser de son manteau et de ses bottes. « Je me souvenais que tu préférais le vin blanc » me dit-il en esquissant un doux sourire. Juste à cet instant, Élie surgit dans le salon, débordante d'énergie comme à son habitude. « Bonsoir Phoenix » s'exclame-t-elle en lui donnant une chaleureuse accolade. « Moi, c'est Élie. Je suis enchantée de te rencontrer enfin. J'ai beaucoup entendu parler de toi et j'espère que nous pourrons devenir copains. Au fait, tu sais qu'Anna est folle de toi. » Je sens mes joues s'empourprer. « Élie, s'il te plaît, sois gentille. » À ma grande surprise, mes prières sont exaucées. Elle se dirige vers la cuisine pour rejoindre Jeanne. Les yeux pétillants de malice, Phoenix lance. « Alors comme ça, tu es folle de moi. » Comme si tu ne le savais pas déjà. « Allez, viens, le repas est prêt. » Je lui saisis la main et l'entraîne vers la cuisine. Jeanne, affairée derrière les casseroles, fredonne joyeusement un air de Fred Astaire. Alors que je m'apprête à faire les présentations, je sens soudain la chaleur de la paume de Phoenix, intense comme les braises d'un incendie.
Ses yeux, agrandis par une lueur étrange, fixent Jeanne d'un regard si perçant que des frissons parcourent tout mon corps. Déboussolée, je porte ma main à son front. Il est en feu, brûlant de fièvre, et son expression trahit une profonde anxiété. Pendant ce temps, Jeanne pivote brusquement vers nous, comme si une présence menaçante venait de pénétrer dans la pièce. Dès qu'elle aperçoit Phoenix, un cri de surprise lui échappe, alors qu'elle laisse tomber son fouet dans un bruit étouffé. Elle le toise avec une fureur inquiétante, comme si elle avait face à elle une créature surgie des enfers. Sa posture se crispe, son torse penché en avant, la transformant en une véritable guerrière prête à bondir pour me protéger contre un danger imminent. « Toi, aboie-t-elle, tu n'as rien à faire ici. Sors immédiatement de cette maison. » Sa voix, puissante et rageuse, résonne dans la pièce, faisant trembler les figurines de porcelaine dans le vaisselier. Tétanisés, Ellie et moi demeurons figés, incapables de saisir ce qui se passe réellement. Pendant ce temps, Phoenix avance d'un pas déterminé. « Gabriel, ce n'est pas ce que tu crois, affirme-t-il avec force, cherchant apparemment à convaincre Jeanne. Mais pourquoi l'appelle-t-il par ce prénom? Pourtant, elle n'a pas l'air de trouver cela étrange. Cependant, elle presse ses lèvres, comme pour retenir des mots qu'elle ne peut prononcer. Soudain, elle se tourne vers moi, son regard exprimant une urgence indéchiffrable. « Sors immédiatement de la maison », ordonne-t-elle d'une voix empreinte d'une autorité glaciale. Ses yeux, autrefois doux, lancent maintenant des éclairs de colère mêlés de peur. Je reste figée sur place, comme une statue de marbre, frappée par la violence soudaine de sa réaction. Elle se tourne alors vers Ellie. « Fais sortir Anna », vocifère-t-elle, secouant la pièce une fois de plus et faisant trembler les figurines. Mais qui est cette femme? Son visage, déformé par la colère, est méconnaissable, comme si elle avait subitement rajeuni de plusieurs décennies. La voix de Phoenix résonne avec la même intensité, accentuant davantage l'atmosphère tendue qui règne désormais. « Gabriel, je t'en prie, écoute-moi », insiste-t-il, s'accrochant obstinément à ce prénom. « Je ne veux que son bien, je t'en donne ma parole. Anna est tout pour moi et je ne permettrai à personne de lui faire du mal. »« Prouve-le », gronde Jeanne, ne détournant pas son regard de lui. Il se tourne alors vers moi, retirant son chandail d'un geste déterminé. La stupeur envahit les traits de Jeanne. « Nom de Dieu !» s'exclame-t-elle. « La marque des traîtres. Mais quand et pourquoi ?»« C'était il y a bien longtemps et c'était pour elle, avoue-t-il, se retournant vers Jeanne. C'est pour elle que j'ai quitté tu sais qui. Lorsque je l'ai vue apparaître dans mon monde, j'ai imploré notre mère et lui ai demandé pardon. Mon sang se glace dans mes veines alors que je découvre la brûlure au milieu de son dos. La marque, imprimée au fer rouge, arbore un symbole étrange. Un pentacle inversé dans un cercle. La révélation me frappe comme un coup de massue et je réalise enfin pourquoi il a toujours refusé de se montrer torse nu. « Qui t'a fait ça, Phoenix ?» je gémis, horrifiée par cet acte de cruauté. « Et pourquoi l'appelles-tu Gabriel ?»« C'est une vieille histoire, » élude-t-il promptement. « Ellie, je t'en prie, amène Anna faire un tour », réitère Jeanne avec insistance. En état de choc, je la suis à l'extérieur, attrapant nos manteaux en hâte. Le vent d'hiver me pique la peau, mais il est insignifiant face à la tempête qui rugit en moi. Je suis désolée, soufflai-je, sentant mes paroles se perdre dans l'air froid. J'ai gâché le dîner. Ce n'est pas ta faute, et ne t'en fais pas, je suis certaine que tout va s'arranger, tente-t-elle de me rassurer, la voix tremblante. Malgré ces mots réconfortants, une angoisse tenace serre mon cœur, alors que j'ai l'impression que le monde se dérobe sous mes pieds. Cette soirée semble être le chaînon manquant d'une sombre vérité que Phoenix m'a volontairement cachée. Le passé qu'il a si bien dissimulé est en train de se dévoiler, et d'une manière mystérieuse, Jeanne semble être une pièce essentielle de ce puzzle énigmatique. La surprise est totale, et je me sens complètement submergée par cette révélation inattendue. De longues minutes s'écoulent avant que la porte ne s'ouvre derrière moi. Phoenix nous rejoint sur la véranda, son visage dévasté trahissant toute la détresse qui l'habite. Il est évident que cette soirée ne va pas s'améliorer. Pendant qu'Ellie se glisse silencieusement dans la maison, je m'approche de lui, espérant qu'il puisse apaiser mes inquiétudes. Cependant, il semble incapable de le faire, absorbé par ses propres pensées. « Anna, je dois partir », murmure-t-il à contre-cœur. « Je viens avec toi », je propose, essayant de cacher ma propre détresse. « Non », rétorque-t-il fermement. « Jeanne tient absolument de parler. Je t'appelle demain, d'accord ?» Sans un regard en arrière, il descend les marches et monte dans la Jeep. Sa réaction me met en colère.
Après la scène chaotique à laquelle j'ai assisté, j'ai désespérément besoin d'explications. J'espère que Jeanne sera disposée à les fournir. Elle m'attend dans le salon et m'invite à m'asseoir. Alors que je prends place sur le canapé à ses côtés, je repense aux paroles qu'elle m'avait confiées le jour de mon arrivée à Montréal. Ne te fie pas aux apparences. Ces mots prennent tout leur sens à présent. Tu dois être quelque peu tourneboulée par ce qui s'est passé dans la cuisine, me dit-elle avec calme. Visiblement, la Jeanne que je connais est de retour. C'est le moins qu'on puisse dire, marmonnai-je en étouffant mes larmes. Son regard exprime une grande compassion à mon égard. Ma chérie, j'aimerais pouvoir tout expliquer, mais c'est vraiment compliqué. Ces mots résonnent en moi avec une douloureuse familiarité. Je les ai déjà entendus de la bouche de Phoenix, notamment lorsque je lui ai demandé pourquoi il avait fréquenté Aluka si elle ne comptait pas à ses yeux. Et il m'a resservi la même rengaine quand je l'ai interrogé sur ses étranges capacités. Jamais je n'ai vu quelqu'un se déplacer avec une telle vitesse, comme s'il était doté d'ailes invisibles. Un sentiment de frustration m'envahit, alors que ma gorge se serre à l'idée qu'on me trouve trop sotte pour comprendre quoi que ce soit, ou trop puérile pour être digne de confiance. Jeanne me tire de mes réflexions, m'affirmant que je suis protégée. « Nous sommes plusieurs à veiller sur toi », déclare-t-elle d'un ton solennel. Une lueur étrange brille au fond de ses prunelles, me rappelant les yeux de Phoenix. « Anna, as-tu déjà eu le sentiment d'être différente des autres ?» poursuit-elle. Différente, tout au long de ma triste existence, pas une seule seconde, je me suis sentie normale. À vrai dire, tout le temps, lui confiai-je. Et tu ne t'es jamais demandé pourquoi? Je ne sais pas trop, dis-je, pensive. C'est peut-être dû à mon manque d'assurance. J'ai effectivement remarqué que tu manquais d'estime de soi, mais cette sensation de différence n'est pas en lien avec cela. Elle semble méditative, son regard fixé sur les flammes qui valsent au-dessus des bûches. J'ai l'impression qu'elle hésite à me révéler ce qu'elle sait. Phoenix t'a dit que tu n'appartenais pas à cette terre, n'est-ce pas? S'ouvre-t-elle enfin. C'est tout à fait exact. Ton âme provient d'un monde complètement différent, ce qui explique pourquoi tu as autant de mal à t'adapter ici. Dans ton lieu d'origine, tu ne prends pas forme dans un corps physique, mais plutôt dans un corps de lumière. Soudain, son expression se fait plus grave. Anna, tu as choisi un chemin difficile, annonce-t-elle avec une assurance qui laisse entrevoir sa connaissance de la voie que mon âme a décidé de suivre. Cette conversation prend une tournure inattendue. Malgré mes récentes explorations intérieures, je reste dans l'ombre concernant ma raison d'être sur Terre. Mon ignorance me pousse à accepter mon sort au lieu de lutter contre des forces qui me dépassent complètement. Mais là, cette dame respectable, empreinte de sagesse et de discernement, confirme ce que Phoenix m'a révélé au sujet de mes véritables origines. Elle semble même adhérer à l'idée que nous nous incarnons ici-bas dans un dessein spécifique. Pendant un moment, je me permets d'explorer cette possibilité, laissant libre cours à mes pensées pour voir ce que cela éveille en moi. Je revis alors tous ces moments difficiles que j'ai dû affronter, toutes ces situations qui m'ont profondément blessée et qui m'ont poussé à me réfugier dans ma caverne intérieure pour me protéger du danger. L'agression brutale dans une sombre ruelle à l'âge de 12 ans, la relation tumultueuse avec ma mère, où chacune de mes actions semblait être jugée, m'entraînant dans une quête infinie de perfection pour gagner son amour et son approbation. Cette sensation lancinante de ne jamais vraiment connecter avec ceux qui m'entourent, le sentiment constant de décalage, comme si j'étais issue d'une autre planète, et cette lutte incessante pour être bien dans mon propre corps, une lutte qui paraît sans fin. Cette exploration déclenche une sorte de déclic en moi, comme si j'avais ouvert une porte permettant à la vérité d'émerger. Désormais, il n'y a plus aucun doute. Mon âme provient d'ailleurs et je ressens un besoin irrépressible de retourner chez moi. « Jeanne, pourquoi suis-je ici ?» sanglotai-je, le cœur lourd de mélancolie. « Pourquoi ne suis-je pas simplement restée là d'où je viens ?»« C'est ton âme qui l'a voulu, ma chérie, » répond-elle doucement, cherchant à me réconforter. « Tu as senti au plus profond de toi que tu avais la force nécessaire pour accomplir la mission que tu as choisie. Et cette mission, en quoi consiste-t-elle? » C'est à toi de le découvrir, déclare-t-elle d'un ton péremptoire. Je ne peux pas interférer dans ton cheminement spirituel. Ses yeux bleus s'assombrissent, laissant présager qu'elle s'apprête à reprendre son rôle de guerrière. Mais qui êtes-vous, bon sang? Je murmure, un frisson d'appréhension me parcourant alors que je me rends compte que je ne connais peut-être pas cette femme aussi bien que je le croyais.
Elle soupire profondément avant de dire simplement « quelqu'un qui se soucie de toi ». Cependant, je suis déterminée à obtenir des réponses et j'insiste pour qu'elle m'explique pourquoi Phoenix et elle ont réagi ainsi en se rencontrant. Son regard devient grave, ses traits serrés par l'inquiétude. Anna, Phoenix et moi avons une histoire compliquée. Nous nous sommes croisés à plusieurs reprises dans un passé lointain, mais il y a encore beaucoup de choses que tu n'es pas prête à entendre. Je fronce les sourcils, agacée par son explication énigmatique. Mais pourquoi l'avez-vous initialement considéré comme un ennemi? Un soupir tourmenté s'échappe de ses lèvres. Parce que Phoenix et moi étions autrefois de vieux ennemis, mais il a changé de clan maintenant. De clan, répétai-je, cherchant à saisir le sens de ses paroles. Elle hoche la tête lentement, ses yeux reflétant une profonde tristesse. Oui, de clan. Je sens une boule d'angoisse se former au creux de mon estomac. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi étiez-vous ennemis? Elle prend une longue inspiration, comme si elle cherchait ses mots avec précaution. L'ombre et la lumière, Anna. Nous étions chacun du côté opposé de la balance. L'ombre et la lumière. Ces termes résonnent en moi comme des échos de légendes et de récits anciens. Jeanne ajoute que ces deux forces ont façonné notre histoire, mais mes pensées sont embrouillées par l'émotion qui m'envahit. Alors, je lui pose la question qui me taraude. De quel côté de la balance étiez-vous? Elle serre doucement ma main avant de répondre, comme si elle ressentait ma détresse. J'ai toujours œuvré pour les forces de la lumière, Anna. La boule d'angoisse dans mon estomac se fait plus pesante. Donc, cela signifie que Phoenix est du côté de l'ombre, articulai-je à voix basse, sentant la pièce tournoyer autour de moi. Elle réplique promptement. Les choses ont évolué depuis. Phoenix a fait le choix de changer de voie, de rechercher la lumière plutôt que de s'engouffrer dans l'ombre. Mes pensées s'embrouillent alors que j'essaie de digérer ces révélations. Mais pourquoi maintenant, je bafouille? Pourquoi tout cela émerge-t-il maintenant? Parce que tu es prête, Anna, prête à commencer à découvrir la vérité. Mais garde à l'esprit qu'elle est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Je sens mes émotions vaciller entre la confusion, la curiosité et la peur. Comment une jeune femme aussi ordinaire que moi peut-elle se retrouver impliquée dans cette histoire aussi vieille que le monde? Et quel est mon rôle dans tout ça? Demandai-je, abasourdie. Elle secoue la tête, me rappelant que c'est à moi de le découvrir. Tu es sur le point de plonger dans un monde bien au-delà de tout ce que tu n'as jamais imaginé. Ton rôle dans cette histoire est crucial, mais pour le moment, tu n'en as pas une vision claire. Je te conseille d'accepter cette période de confusion et d'exploration, de rester ouverte aux réponses qui émergent au fur et à mesure, et surtout de suivre ton intuition. À travers ce processus, tu pourrais découvrir des aspects de toi-même que tu n'as jamais soupçonnés, ce qui pourrait marquer le début d'un voyage extraordinaire vers la découverte de ta véritable essence et de ton rôle dans ce monde. Sa déclaration suscite en moi de l'excitation à l'idée d'être enfin éclairée sur ma raison d'être. Mais en même temps, je sens une appréhension grandissante face à tout ce que je pourrais découvrir. Cependant, l'émotion qui prédomine actuellement concerne Phoenix. Les révélations sur son passé me déconcertent et je commence à comprendre pourquoi il n'a jamais osé m'en parler. Une tension oppressante s'accumule dans ma tête, comme si un étau comprimait mon crâne. Bon, il est temps de mettre fin à cette discussion pour ce soir, insiste Jeanne. Tu as la migraine. Je vais te donner des cachets. Je suis certaine que tu te sentiras mieux demain matin. La douleur est si lancinante qu'elle me guide jusqu'à ma chambre. Après avoir avalé les cachets, je me réfugie sous ma couette, cherchant désespérément un répit dans le sommeil. Mais cette nuit-là, les ténèbres s'abattent sur moi et mes pensées se déchaînent dans un tourbillon incessant. Au réveil, une sensation étrange m'envahit, comme si une plaie béante recouvrait tout mon corps. Alors que mes doigts explorent chaque centimètre de ma peau pour vérifier l'intégrité de mes membres, les souvenirs terrifiants de mon cauchemar ressurgissent violemment, m'arrachant un cri de douleur. Dans ce cauchemar, je me tenais seule au bord d'une immense faille qui fendait la terre en deux, face à Phoenix de l'autre côté. Derrière lui, une armée de soldats se dressait, leurs regards féroces et leurs dents serrées dégageant une énergie ténébreuse et bestiale, semblable à celle du monstre de mes cauchemars précédents. Prise de panique, un pas imprudent m'a amené au bord du précipice, sous les cris gutturaux de Phoenix et son regard glacial, me signifiant que, pour lui, je n'existais plus.
Alors, écrasée par une douleur lancinante qui semblait transpercer mon âme de 1000 poignards, je me suis effondrée sur le sol. La sensation de vie quittant mon corps était irréelle et un dernier regard vers lui m'a confirmé que j'étais déjà morte à ses yeux. « Bon sang, Anna, tu es brûlante », s'affole Ellie, la main sur mon front. Jeanne surgit comme par enchantement dans la chambre avec des compresses d'eau froide. « Tu as encore la migraine ?» me demande-t-elle en les appliquant sur mon visage. « Non, la migraine est passée », je marmonne, reprenant tranquillement pied dans la réalité. Ce sont les cauchemars. Ils sont si épouvantables. Une lueur d'inquiétude traverse son regard. Ces cauchemars sont-ils fréquents? Oui, depuis quelques mois, ils reviennent souvent. Et ont-ils commencé avant ta rencontre avec Phoenix ou après? Renchérit-elle avec sérieux. Quelques jours après, je crois. Ses traits se crispent. Anna, ce ne sont pas des cauchemars, ce sont des visions. Des visions? Oui, tes capacités psychiques s'éveillent grâce au lien nouvellement rétabli entre Phoenix et toi. Je me mets à trembler comme une feuille, imaginant ce monstre qui semble prendre plaisir à me traquer. Mais elles sont odieuses, ces visions, je m'exclame en me redressant brusquement dans le lit. Calme-toi, ma chérie, tu n'as rien à craindre, me rassure-t-elle doucement. Cependant, j'aurais besoin que tu me les décrives. Je prends un moment pour organiser mes pensées. D'abord, il y a cet homme terrifiant, avec un regard glaçant. Il me fixe toujours comme s'il me convoitait depuis l'éternité. Il semble prendre plaisir à jouer avec moi, tel un prédateur traquant sa proie, et dès que je cherche à m'échapper, il m'attaque sans pitié. Par moments, il me parle dans une langue étrangère, semblable à un dialecte indien ou quelque chose dans ce genre-là. Apollyon, grogne-t-elle, sa mâchoire crispée. Je blêmis. Cette situation devient de plus en plus sombre et complexe. Vous le connaissez, lâchage du bout des lèvres. Malheureusement, je ne le connais que trop bien. Son esprit semble s'évader vers des contrées lointaines où règne l'obscurité et la terreur, me donnant des frissons dans le dos. Avec ce qu'elle m'a révélé hier, je pressens qu'elle explore différents pans de son passé. « Est-ce lui qui t'a tourmenté cette nuit ?» me demande-t-elle finalement. Non, cette nuit c'était différent, avouai-je, le cœur lourd. Entre deux sanglots, je lui décris la vision qui m'a hantée, quand soudain je me fige de terreur. Si ce rêve est une vision, cela implique que cela se réalisera, n'est-ce pas? Ma respiration se fait difficile. Il est inconcevable pour moi d'imaginer que l'homme que j'aime si profondément puisse un jour m'oublier. Ce ne sont que des probabilités, affirme-t-elle avec fermeté. On te montre les futurs possibles, mais rien n'est gravé dans le marbre. L'avenir est façonné par chacun de tes choix dans l'instant présent. Tu as donc le pouvoir de changer de trajectoire à tout moment. N'oublie jamais cela, c'est l'une des clés les plus précieuses qui t'aidera dans ton évolution. Au même moment, mon cellulaire sonne. C'est Phoenix. Jeanne guide Ellie hors de la chambre pour me laisser un peu d'intimité. « Allô » dis-je, le cœur battant la chamade. « Anna, si tu savais combien je m'en veux pour hier. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'ai cessé de penser à nous. » Sa voix est chargée d'une culpabilité presque insoutenable, mais je suis tellement désemparée que je ne parviens pas à le rassurer. « À nous » répétai-je, le ton incertain. « Bien sûr, tu ne penses quand même pas que c'est fini entre nous? » Eh bien, je ne sais plus quoi penser. Mon monde est en train de s'écrouler, Phoenix. Mon aveu est suivi d'un long silence tendu. Puis, il déclare d'une voix ferme « Prépare-toi, je passe te prendre immédiatement. » Après m'être habillée en vitesse, je descends au salon afin d'informer Jeanne de la situation. Elle me donne sa bénédiction, mais son expression trahit une certaine inquiétude alors qu'elle insiste pour connaître notre destination. Je la rassure en lui révélant que nous allons simplement au parc au coin de la rue. Malgré le soleil éclatant de ce jour de décembre, je prends tout de même soin d'enfiler une tuque et des mitaines pour me protéger du froid. Dès que j'aperçois la Jeep se garer devant la maison, mon cœur se serre dans ma poitrine. Je m'empresse de sortir pour éviter d'assister à une autre scène effrayante. L'air frais du matin caresse mon visage, mais je ne parviens pas à regarder Phoenix en face. Les révélations troublantes de Jeanne sur son passé continuent de tourbillonner dans mon esprit. Je me sens comme enveloppée dans un brouillard épais, incapable de discerner clairement mes ressentis par rapport à la situation. En général, je ne suis pas portée à juger les gens, mais il m'est difficile d'accepter que Phoenix ait pu œuvrer pour les forces de l'ombre. Même si je ne saisis pas pleinement ce que cela implique, la simple idée me perturbe profondément.
Bonjour, Anna, dit-il d'une voix accablée par le remords. Bonjour. Enfin, je tourne la tête vers lui. Malgré les cernes sous ses yeux, son charme reste inchangé, illuminant toujours son visage. Une fois au parc, nous nous installons sur l'un des bancs qui font face aux jeux pour enfants. Le silence entre nous est pesant, imprégné de tensions et de questions non formulées. « Je suis profondément désolée d'avoir gâché la soirée, déclare-t-il enfin. Je sais que tu veux des explications et tu les mérites. Mais ce que je vais te dire, c'est difficile pour moi, ajoute-t-il d'un ton hésitant. Je l'observe attentivement, voyant ses luttes intérieures se refléter dans ses yeux. Il semble sur le point de se livrer, mais également terrifié par les répercussions de ses révélations. « D'accord, murmurai-je, l'encourageant silencieusement à continuer. Il prend une profonde inspiration avant de commencer ses aveux. Mon enfance, ce n'était pas facile. Comme je te l'ai déjà mentionné, j'ai grandi dans un environnement chaotique, avec peu de soutien et beaucoup de souffrance. J'ai commis des actes dont je ne suis pas fière, des choses que je regrette amèrement. Son aveu est vague, mais le poids de ses mots est évident. Je sens toute la peine et le repentir qu'il porte en lui. Mon cœur se serre à l'idée de la douleur qu'il a dû endurer, des épreuves qui l'ont façonné. Je ne peux pas te donner tous les détails pour l'instant, Anna. Pas maintenant. Son regard cherche le mien, empreint d'une supplication muette. Mais je tiens à ce que tu saches que je suis différent à présent. Je veux être une meilleure personne pour toi. Ces paroles résonnent dans mon esprit, se frayant un chemin à travers le tumulte de mes propres émotions. La confusion face aux révélations de Jeanne, la tristesse pour les épreuves que Phénix a endurées, la colère de ne connaître qu'une infime partie de son parcours. Tout se mêle en un tourbillon chaotique à l'intérieur de moi. Phénix, commençai-je, mais les mots semblent se coincer dans ma gorge. Comment puis-je exprimer tout ce que je ressens en ce moment? La peur, le doute, mais aussi l'espoir. L'espoir que peut-être, malgré tout, nous pourrions traverser cette épreuve ensemble. Toutefois, si je veux être en mesure de t'accompagner sur ce nouveau chemin que tu as choisi, j'ai besoin d'en savoir plus. Il semble hésiter un instant avant de me répondre, comme s'il pesait soigneusement ses mots. Je comprends que tu veuilles en savoir plus, mais qu'est-ce que tu souhaites réellement savoir? Qu'est-ce qui te permettra de trouver la paix avec mon passé? Sa question me prend au dépourvu. Qu'est-ce que je veux vraiment savoir? Je veux savoir pourquoi il a choisi le côté obscur au départ. Je désire comprendre ce qui l'a motivé à commettre ces actes dont il dit ne pas être fier. Mais alors que je m'apprête à poser ces questions, une part de moi recule. Suis-je réellement prête à entendre les réponses, peu importe à quel point elles pourraient être troublantes? Après un profond soupir, je décide de suivre mon intuition, comme Jeanne me l'a suggéré. « Pourquoi as-tu initialement choisi le côté obscur ?» demandai-je, la voix légèrement tremblante malgré mes efforts pour la maintenir ferme. Un voile sombre passe sur son regard, comme s'il était transporté à une époque lointaine marquée par des souvenirs douloureux. « Ce n'était pas un choix délibéré, » me répond-il finalement, la voix chargée d'émotion. C'était une question de survie, de trouver un moyen de faire face à la souffrance et à la solitude qui me consumait. Je sais que cela peut sembler difficile à comprendre, mais à l'époque, je n'avais pas d'autre option. Son aveu soulève plus de questions que de réponses, mais je sens que c'est tout ce qu'il peut offrir pour l'instant. Je le fixe, tentant de déchiffrer les nuances de son expression tourmentée. « Et maintenant, murmurai-je, ma voix à peine plus qu'un souffle dans l'air frais du parc. Une lueur de détermination illumine soudain son regard. Maintenant, je veux être une meilleure personne. Pour toi, pour nous. Je souhaite me racheter, même si je sais que cela prendra du temps. Mais je suis prêt à affronter mon passé si cela signifie que nous pouvons avoir un avenir ensemble. Je suis bouleversée par sa sincérité, par la vulnérabilité qu'il montre en partageant ces fragments de son âme. Une part de moi désire ardemment le croire, avoir foi en sa capacité à changer, à évoluer. Mais une autre part reste méfiante, se demandant si les cicatrices du passé peuvent réellement guérir. Je veux te croire, je murmure enfin, me laissant emporter par l'émotion du moment. Mais cela ne sera pas facile. Nous avons tous nos démons à affronter, et bien que les miens soient différents des tiens, ils sont tout aussi présents. Un cri douloureux s'échappe de ma gorge, libérant toutes les peurs que j'ai tenté de refouler depuis notre rencontre.
Elle me submerge, me noie dans un océan de doute et d'incertitude. J'ai peur, Phoenix, lui avouai-je, la voix brisée par les sanglots. J'ai peur de m'abandonner à cet amour qui me dépasse. Il m'attire alors dans ses bras, me serrant contre lui avec douceur et réconfort. Je t'aime, Anna, et peu importe ce que l'avenir nous réserve, je t'aimerai toujours. Promets-moi de ne jamais douter de cela. Bien que je souhaite lui répondre par un oui convaincant, une tempête d'émotions me submerge, me poussant à m'écarter de son étreinte. « Et si je ne peux pas te donner ce que tu désires ?» murmurai-je, mes yeux embués, fuyant les siens. « Tu es tout ce que je veux, Anna. Tout ce qui compte pour moi, c'est toi, » répond-il avec une fermeté empreinte de tendresse. Une voix intérieure insistante m'encourage alors à lui dévoiler la vérité. Rassemblant mon courage, je laisse échapper les mots qui pèsent sur mon cœur depuis trop longtemps. « Tu ne pourras jamais fonder de famille avec moi, car je ne peux pas avoir d'enfant. » Contrairement à ce que je craignais, il ne s'éloigne pas. Au contraire, il me ramène contre lui, m'enveloppant dans ses bras réconfortants et protecteurs. Un soulagement immense m'envahit, libérant mon esprit de ce fardeau. En cet instant, je peux enfin respirer, me sentant aimée et acceptée malgré cette impossibilité. Alors, c'est ce qui trongeait en secret, chuchote-t-il à mon oreille. Oui, en partie. Phoenix, je crains de n'avoir que peu à t'offrir. Je ne suis personne. Il soupire profondément. J'attends avec impatience le jour où tu te verras à travers mes yeux. Alors tu n'auras plus jamais de doute sur ta valeur. Il ajoute ensuite ces paroles énigmatiques qu'il prononce à l'occasion. Tu es ma lumière dans l'obscurité, ma force quand je suis faible. Ses bras autour de moi se resserrent, me procurant un sentiment de sécurité que j'avais oublié. Pour un instant, je me sens chez moi, protégée dans son étreinte. Cependant, une voix intérieure me rappelle que cette tranquillité pourrait être fugace. Nous naviguons en eau trouble et la tempête risque de s'abattre sur nous à tout moment. 4 mois ont passé depuis cette nuit mémorable et pourtant notre relation semble désormais dans un équilibre précaire. Les tensions montent parfois, des malentendus surviennent, mais malgré tout, notre amour demeure intact. Nous savons que nous devons parler, trouver un terrain d'entente, mais le poids de nos peurs et de nos incertitudes nous éloigne parfois. Cependant, chaque fois que nos regards se croisent, chaque fois que nos mains se cherchent, nous retrouvons cette connexion profonde qui nous relie l'un à l'autre. Et c'est dans ces moments-là que je sais, au plus profond de mon cœur, que notre destin est entrelacé, que rien au monde ne pourra ébranler le lien unique qui nous unit. Hier soir, il m'a proposé de l'accompagner à une cérémonie militaire qui aura lieu samedi dans son régiment. Il m'a décrit l'événement avec enthousiasme, évoquant son caractère prestigieux et mentionnant le cocktail qui suivra aux messes des officiers. L'idée de le voir en uniforme de cérémonie a éveillé en moi un sourire rêveur. Et lorsque je le vois arriver chez Jeanne le lendemain, je ne suis pas déçue. Il se présente vêtu d'un pantalon vert nuit ajusté, assorti à une chemise blanche impeccable. Un ceinturon blanc souligne sa taille, tandis que ses chaussures en cuir verni noir ajoutent une touche d'élégance. Une veste ornée de 5 médailles accentue son allure distinguée et sur sa tête est posée une casquette de parade. Pour ma part, j'ai choisi une robe en satin d'un magnifique vert émeraude, mettant en valeur mes épaules dégagées grâce à un chignon soigneusement élaboré. Cependant, j'ai poliment décliné les échasses proposées par Ellie. Je n'ai aucune envie de terminer la soirée avec une cheville tordue. « Tu es splendide, Anna », me complimente-t-il chaleureusement alors que je le rejoins dans la Jeep. « Toi aussi, tu es vraiment très élégant. » Il se penche vers moi et dépose un baiser sur mes lèvres. « Alors, est-ce que tu te sens prête à affronter mes camarades? »« Pas vraiment, » dis-je nerveusement, mais il est trop tard pour reculer maintenant. « Au fait, dois-je t'appeler capitaine? » Un sourire amusé se dessine sur son visage. « Non, je suis major, mais tu n'as pas à m'appeler par mon grade. » Nous prenons la route et quelques minutes plus tard, il gare la Jeep dans le parking du régiment. Tandis qu'il semble détendu et serein, je suis terrorisée. Je n'ai jamais mis les pieds dans un milieu militaire et je redoute le pire. Déjà désemparée dans des situations sociales ordinaires, je crains que ses camarades d'armée ne me ménagent pas. « Ne t'inquiète pas, ça va aller », me rassure-t-il avant de venir m'ouvrir la portière. Je saisis sa main, observant l'effervescence tout autour de moi. Il y a foule. Les battements de mon cœur s'accélèrent et comme toujours, il perçoit mes émotions. « Tu n'as qu'à rester près de moi », murmure-t-il en glissant sa main dans mon dos dénudé, s'arrêtant sur ma taille.
Alors que nous nous dirigeons vers l'entrée principale, je ne peux m'empêcher de constater à quel point je suis loin de mon univers habituel. Tous ces hommes prestigieux en uniforme, toutes ces femmes élégantes vêtues de leurs plus beaux atours et cet immense canon qui se dresse fièrement à quelques pas de la porte. Je frissonne en songeant qu'il a peut-être servi en temps de guerre. 2 hommes en uniforme de combat se tiennent postés devant l'entrée, prêts à accueillir les invités. L'un d'eux nous ouvre la porte, tandis que l'autre se met au garde à vous. « Major », dit le soldat en effectuant un salut militaire. Phoenix lui rend le salut et nous pénétrons dans le manège. À l'intérieur, un vaste hall commémoratif expose une collection d'objets qui retrace l'histoire du régiment. Les murs sont couverts de dizaines de cadres, montrant des photographies de soldats prises à différentes époques, permettant d'observer l'évolution de l'uniforme militaire au fil du temps. Captivé, je m'attarde un moment pour contempler ces témoignages du passé. Soudain, mon regard est capturé par un jeune homme séduisant, vêtu de son habit de combat. « Est-ce que c'est toi ?» demandai-je à Phoenix. « Oui, je venais tout juste de terminer ma première année dans les forces. »« Tu as dû faire chavirer bien des cœurs à cet âge, » commentai-je, admiratif. Aujourd'hui encore, il ne passe jamais inaperçu où que nous allions. Son charisme naturel et son allure assurée attirent les regards de tous ceux que nous croisons. Cependant, il répond en toute modestie. C'est surtout l'uniforme qui fait son effet. Il m'entraîne alors vers le terrain de parade, vaste et baigné de lumière naturelle. Une estrade occupe la partie ouest, tandis que des drapeaux ornent le mur opposé. C'est là que nos chemins se séparent, m'annonce-t-il. Je dois rejoindre les autres. Très bien, bonne chance, je lui souhaite avec un sourire, alors que je me dirige vers l'estrade. Nerveusement, je parcours du regard la foule qui s'est rassemblée. Des journalistes affairés, des hommes et des femmes en uniforme arborant fièrement leur insigne, des photographes capturant chaque instant et des civils curieux, tous réunis pour assister à la cérémonie. Soudain, un frisson glacial me traverse. Là, devant moi, se tient la femme qui a envahi mes rêves depuis ma rencontre avec Phoenix au bistrot. Dans mes songes, elle apparaissait à son bras, d'une beauté envoûtante, presque divine, telle Aphrodite. À ses côtés, Phoenix semblait plus heureux que jamais, resplendissant de joie. Vêtu d'une robe ajustée bleue, ses cheveux châtains ondulent en cascades soyeuses, encadrant son visage délicat avec une grâce captivante. Elle paraît sortie d'un tableau, une muse contemporaine, perchée sur des escarpins à talons aiguilles qui allongent sa silhouette élancée. Sa posture droite et la confiance inébranlable qu'elle irradie attirent tous les regards. Tandis que je la fixe intensément, je me dis que cela doit être une illusion, un tour de mon esprit. Mon cœur bat la chamade alors que je m'approche d'elle, mais un homme me bouscule brusquement pour la rejoindre. « N'oublie pas d'en prendre plusieurs, chérie », lance-t-il en lui tendant un appareil photo. Il dépose un baiser sur sa joue avant de partir précipitamment, ne me laissant pas l'occasion de voir son visage. Pourtant, malgré ma confusion initiale, je ressens un profond soulagement. Contrairement à ce que j'avais pensé, cette femme n'est pas présente pour Phoenix et n'a aucun lien avec lui. Rassurée, je m'installe entre 2 civils alors que le micro émet un léger sifflement, incitant les retardataires à se hâter. La cérémonie se termine sur une note joyeuse et nous sommes conviés à poursuivre les festivités aux messes des officiers. Je me hâte de rejoindre Phoenix dans le hall. « Je suis tellement fière de toi, je le félicite discrètement. » Je ressens une légère anxiété à l'idée de ne pas connaître les règles de conduite à suivre dans un environnement militaire, craignant de commettre une erreur. « Merci d'être venu, » dit-il en déposant un baiser sur mes lèvres. « C'était très important pour moi que tu sois là. »« Tu as le droit de m'embrasser, » m'étonnai-je. Il rit doucement. « Bien sûr, et même si je n'avais pas le droit, il me serait impossible de te résister dans cette robe. Je crois que tu n'as aucune idée de combien tu es attirante, » susurre-t-il en me dévorant des yeux. Je sens une tension électrique parcourir mes muscles, son regard me consumant à chaque fois. « Arrêtez, Major Thomas, vous me faites rougir, je plaisante timidement. » Puis, sur un ton plus sérieux, j'ajoute. « Au fait, connais-tu la signification de ton nom de famille? En araméen, Thomas signifie être double, et en grec, jumeau. » Je ne peux m'empêcher de songer que son nom de famille lui va comme un gant, incarnant parfaitement cette dualité qui le caractérise. « Et toi, savais-tu que la rose est le symbole de l'amour ?» renchérit-il en m'entraînant vers le mess. Au fond de la pièce trône un somptueux foyer sous une voûte en pierre naturelle.
Les murs de briques sont ornés d'emblèmes militaires, tandis qu'un lustre en cristal, rehaussé de perles et de myrza, illumine l'endroit. Le bar propose une sélection impressionnante d'alcool et de spiritueux, et une belle cloche dorée brille derrière le comptoir. Phoenix m'explique que lorsqu'un membre des forces est promu, la tradition veut qu'il sonne la cloche pour offrir à tous les invités une consommation en signe de célébration. Il attrape ensuite 2 coupes sur la table garnie de plateaux de canapés et propose de trinquer. Le champagne délicieux annonce une fin d'après-midi prometteuse. « C'est donc ici que vous vous réunissez en fin de soirée », dis-je en observant la foule autour de nous. Oui, le mess est un lieu de rassemblement qui favorise la camaraderie et l'esprit de corps, des éléments essentiels à toute organisation militaire, commence-t-il à expliquer, mais il est interrompu lorsqu'un homme lui assène une petite tape à l'arrière de la tête. Son allure imposante attire immédiatement mon attention. Sa mâchoire carrée et ses cheveux ras accentuent son apparence robuste, tandis que ses yeux marrons, dont les pupilles rappellent celles d'un chat, semblent percer toute barrière. Une aura de mystère émane de lui, soulignée par son attitude prête à bondir sur Phoenix à tout moment, tel un prédateur en chasse. « Pourquoi ne pas lui dire plutôt la vérité ?» s'exclame-t-il en ricanant. « C'est ici qu'on se saoule. » Je peux percevoir dans le regard de Phoenix qu'il n'a aucune estime pour ce type. L'intensité de son irritation est manifeste, comme si la simple présence de cet homme le perturbait au plus haut point. Dès qu'il s'avance vers moi, Phoenix se place immédiatement au travers de son chemin, avec une fermeté qui montre clairement son désir de me protéger. Sa réaction semble contrarier son camarade, exacerbant ainsi la tension entre eux. « Tu ne fais pas les présentations ?» sourcille-t-il. « Je n'en vois pas l'intérêt », rétorque Phoenix sur la défensive. « Au fait, que fais-tu ici, Gadril ?» J'avais juste envie de trinquer au bon vieux temps. Je m'incline légèrement vers la droite pour l'observer. Jamais je n'ai rencontré un regard aussi effrayant et provocateur. L'idée de me retrouver face à ce type sur un champ de bataille me glace, me poussant instinctivement à me réfugier dans le dos de Phoenix. Fort heureusement, le capitaine Oba sonne la cloche, déclenchant une agitation générale dans le mess. Phoenix profite de cette distraction pour m'entraîner vivement au bar. « C'était qui ce type ?» je lui demande en frissonnant. « Un ancien collègue », me répond-il entre ses dents serrées. « Pourtant, tu sembles bien t'entendre avec tes frères d'armes, non ?»« Oui, mais Gadril n'est pas militaire. » Je fronce les sourcils. « Alors qu'est-ce qu'il fait ici ?»« Il est venu foutre le bordel, » grogne-t-il, tentant de maîtriser sa colère. Une boule d'angoisse se forme dans ma poitrine. L'aspect ombrageux de sa personnalité semble sur le point de surgir et je crains que la situation ne dégénère. « Peut-être qu'on devrait partir, » suggérai-je. « Non, je ne laisserai pas gâcher notre soirée. » Il fait un geste à la femme derrière le comptoir pour qu'elle s'approche. Son décolleté est un peu trop plongeant à mon goût. « Qu'est-ce que je vous sers, Major ?» susurre-t-elle en lui lançant un regard séducteur. « Héros, je suis là. »« Je prendrai 2 tequilas, » répond-il. « Vos désirs sont des ordres, » ajoute-t-elle en lui adressant un clin d'œil. Elle se dirige vers le bar pour chercher la bouteille d'alcool, se dandinant sur ses talons aiguilles de la hauteur de la tour Eiffel. « Ne t'en fais pas, Anna, » me rassure Phoenix. « C'est une vieille amie. Nathalie travaillait derrière ce bar alors que je n'étais qu'une recrue. »« Ce n'est pas de toi que je doute. As-tu vu comment elle te regarde? »« Je sais, elle adore les officiers en uniforme. »« Qui ne les aime pas, soupirai-je. » Quelques instants plus tard, elle réapparaît avec nos shooters, toujours en train de se trémousser. Je me demande vraiment comment elle fait pour garder l'équilibre sur ses talons aiguilles. « Merci, Nat, » lance-t-il. « Avec plaisir, Major, » répond-elle d'un ton aguichant, avant de retourner vers le capitaine Oba pour recommencer son petit manège. « Suis-je si transparente ?» grognai-je, légèrement irritée. « Non, et c'est justement là le problème. Lorsque tu es entré dans le mess, ses yeux ont semblé te lancer des couteaux. Mais ne t'en fais pas, je préfère de loin les rouquines aux blondinettes. » Il lève ensuite son shooter dans les airs. « À ta santé !» s'exclame-t-il. La tequila descend d'un trait, mais me fait grimacer malgré moi. C'est dégoûtant. Il éclate de rire. « C'est ta première tequila ?»« Oui, je ne savais pas que c'était si mauvais, » dis-je en m'essuyant la bouche. « Si tu n'aimes pas, je peux peut-être te faire goûter au rhum. Il est excellent. »« Tu comptes me saouler ou quoi ?» je réplique en arquant un sourcil. Je supporte mal l'alcool et le champagne m'a déjà donné les jambes flageolantes. « Ce n'est pas mon but, » murmure-t-il alors que ses doigts glissent avec une lenteur délibérée le long de ma colonne vertébrale. « Je t'invite chez moi ce soir et je veux que tu sois parfaitement consciente pour ce que je prévois de te faire. »
Mes muscles se contractent de désir. Un dernier shooter dans ce cas. Malheureusement, j'aurais dû m'arrêter à la tequila. J'ai le hockey et je ne sais plus quoi faire pour m'en départir. Au moins, cela amuse Phoenix, mais son sourire s'estompe radicalement lorsque Gadriel surgit à nos côtés. Son haleine empeste de l'alcool et son regard est empreint d'une lueur malaisante. Son arrivée est comme une brusque onde de choc, perturbant l'ambiance jusque-là détendue. « Viens Anna, on s'en va », gronde Phoenix, sa voix trahissant une intense tension intérieure. Je lutte pour me lever, mais une force invisible me retient prisonnière. Mon corps refuse de coopérer, comme s'il était enchaîné par une puissance mystérieuse. Paniquée, je tourne mon regard vers Phoenix, cherchant dans ses yeux une réponse à cette situation insolite. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je d'un ton légèrement affolé. Un rire tonitruant éclate soudain, émanant de Gadriel. Je comprends alors qu'il est l'instigateur de ma paralysie. Mais d'où tire-t-il ces pouvoirs étranges? Tandis que la confusion m'envahit, le regard de Phoenix devient sombre. « Ce n'est pas le bon endroit pour régler nos comptes, Gadriel. Regarde autour de toi, » grogne-t-il en désignant du doigt ses frères d'armes. « Il vaut mieux que tu m'affrontes à l'extérieur. » Son ton est empreint d'une détermination inflexible, soulignant la gravité de la situation. « Je n'ai pas l'intention de me battre, » réplique Gadriel avec une désinvolture feinte. « Je suis simplement venu te présenter ma copine. »« Mais où est-elle » dit-il en scrutant les alentours. « Elle a le don de disparaître quand ce n'est pas le moment. »« Ah, la voilà. » « Aluka, viens par ici. » Un cri de stupeur s'échappe de mes lèvres alors que je réalise que la femme que j'ai aperçue dans les estrades et celle que j'ai vue en rêve est finalement l'ex de Phoenix. Sa beauté me semble irréelle, ensorcelante et je suis pétrifiée par sa présence imprégnée d'une confiance inébranlable. « Que fais-tu ici » s'exclame Phoenix, stupéfait. « Je savais que tu serais près du bar comme au bon vieux temps » répond-elle avec un ton légèrement sarcastique. La colère s'empare de moi. Pourquoi Phoenix ne m'a-t-il pas prévenu? Si j'avais su que je risquais de croiser cette femme aux allures de déesse grecque aux messes, j'aurais décliné son invitation et je serais en train de siroter un café avec mes amis au bistrot. Au lieu de quoi, je me sens plongée dans les cercles de l'enfer de la divine comédie de Dante. Au milieu de ce trio presque surnaturel, je me sens comme une intruse, perdue dans leur monde mystérieux. Aluka se tourne brusquement vers moi, ses yeux éclairés par d'étranges reflets grenats. « Bonjour » me lance-t-elle d'un ton exagérément courtois. Je t'interdis de lui adresser la parole, s'emporte Phoenix, la voix chargée de fureur. Allez, fichez-moi le camp tous les deux. Pas avant que tu n'aies fait les présentations, s'oppose Aluka en me fixant férocement. Alors, comment t'appelles-tu, ma jolie? Phoenix explose de colère, mais il semble également sous l'emprise de Gadriel, comme figé dans une paralysie subite. Aluka, laisse-la tranquille, lui ordonne-t-il, sa voix grave et menaçante résonnant dans le vacarme ambiant du mess. Avant, j'ai un message à te transmettre, rétorque-t-elle avec fermeté. Il souhaite que je te dise qu'il te pourchassera tant que tu seras avec cette fille. J'espère pour toi qu'elle en vaut la peine. À garde, je bafouille. Qui ça, il? Reste en dehors de tout ça, insiste Phoenix d'un ton protecteur. Mais j'ai le droit de savoir. Ma voix trahit mon désir de compréhension, mais aussi ma nervosité grandissante. Gadriel éclate d'un rire éraillé, comme un écho démoniaque dans la pièce. « Je ne peux pas croire que tu as quitté Aluka pour cette fille », crache-t-il, son mépris palpitant dans chaque mot. Phoenix le transperce du regard, une lueur glaciale brillant dans ses yeux. « Aluka et moi s'étaient voués à l'échec avant même que je ne la rencontre », assène-t-il d'un ton impitoyable en se tournant vers son ex. Un rire diabolique s'échappe de sa bouche en cœur, résonnant comme un avertissement sinistre dans l'atmosphère chargée de tension. « Dis-moi, Phoenix, cette gamine, est-ce qu'elle sait qui tu es? » « Oui, elle le sait », bafouille-t-il en baissant la tête, une aura de honte l'entourant. Gadriel riposte d'un ton à la fois menaçant et sceptique. « Elle te connaît réellement? Alors ça ne te dérange pas si nous lui racontons quelques petites anecdotes à ton sujet. Je suis curieux de voir si tu lui as vraiment dit toute la vérité. » Les yeux clos et les narines frémissantes, Phoenix semble assailli par les remords, tourmenté par des souvenirs inexprimables. En moi, la colère gronde, sourde et insidieuse. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement passer une soirée paisible ensemble? Pourquoi nos sorties de couple dégénèrent-elles aussi souvent en cauchemars? À mesure que le temps s'écoule, il semble se replier sur lui-même, comme s'il était pris au piège dans un labyrinthe sans issue. Mais ce qui me frappe le plus, ce qui m'effraie, c'est le changement dans son énergie.
Autrefois magnétique, attirante, elle est maintenant empreinte d'une bestialité qui me repousse. Quand il ouvre enfin les yeux, il n'est plus le même. L'homme que j'admire et que j'aime a disparu. Ce qui reste est une ombre, une coquille vide, comme si son âme avait déserté son corps. Soudain, un combat intangible semble éclater entre Aluka et lui. À travers le regard de Phénix, je discerne des éclairs de détermination et de résistance, comme s'il luttait contre une force obscure qui cherche à le contraindre. De l'autre côté, le regard d'Aluka émane une aura de puissance, d'autorité presque dominatrice. Un sourire malin étire ses lèvres, révélant sa tentative de prendre le contrôle, de soumettre Phénix à sa volonté. Leur expression trahissent un duel silencieux, mais dont les enjeux semblent colossaux. Mon cœur s'accélère alors que je suis témoin de cette bataille invisible, prise entre deux feux, incapable de détourner les yeux de cette lutte acharnée qui se joue dans les méandres de leur regard. Finalement, Phénix semble triompher, brisant le maléfice qui m'entravait. « Allez, on dégage », m'ordonne-t-il d'un ton glacial. Il se lève brusquement de son tabouret, saisissant mon coude avec une force qui me fait pousser un cri involontaire. « Phénix, tu me fais mal, m'affolai-je. Que t'arrive-t-il? Je ne te reconnais plus, dis-je en me débattant. Je cherche du réconfort, mais mon regard croise celui d'Aluka. Un sourire sadique flotte sur ses lèvres, tandis qu'elle semble savourer ma détresse et mon impuissance. Les larmes me montent aux yeux alors que je prends conscience de mon insignifiance, de ma petitesse face à cette femme redoutable. Cédant à son écrasante présence, je capitule, cessant tout combat. Vaincu, dominé, je me sens anéanti par sa prestance, éclipsé par son énergie imposante. Précipitamment, Phénix et moi quittons le mess, sa hâte me faisant presque dégringoler dans l'escalier. Un civil nous interpelle soudain d'un ton inquiet. « Mademoiselle, tout va bien? » Phénix relâche aussitôt mon bras, mais la fureur brûle dans ses yeux. Je réponds d'une voix à peine audible, un oui teinté de résignation. Je n'ai plus la force de lutter contre quoi que ce soit. Je me sens comme une naufragée en pleine mer, dérivant sous une nuit sans lune, engloutie par une pluie battante qui me submerge lentement. Après cette scène dévastatrice, je ne suis plus qu'un vestige, flottant dans les ténèbres de l'incertitude. Alors que nous parvenons au parking, Phénix accélère encore le pas, comme s'il fuyait un danger imminent. « Allez, monte !» crie-t-il, foudrage. Je m'exécute sans tarder, mais à peine ai-je franchi le seuil de la voiture que Gadrel et Aluka surgissent comme par enchantement devant la Jeep. Un frisson d'effroi me traverse, alors que je les observe s'avancer vers Phénix, impuissante et terrifiée. Un combat intense éclate entre eux, une lutte invisible qui semble déchirer l'air autour de nous. Le cœur au bord de l'explosion, je tente désespérément de comprendre ce qui se passe, sentant que quelque chose de bien plus grand est à l'œuvre, juste sous la surface de la réalité. Soudain, 4 hommes en uniforme émergent du bâtiment, captant momentanément mon attention. Dans un éclair mystérieux, Gadrel et Aluka disparaissent, comme engloutis par les ombres elles-mêmes. Avec une rapidité déconcertante, Phénix bondit dans la Jeep et nous arrivons devant la demeure de Jeanne 5 minutes plus tard. Son style de conduite effréné m'a tellement terrifiée que j'ai craint pour ma vie. « Allez, descends », lance-t-il d'une voix qui glace le sang. Je m'exécute machinalement, sans même lui adresser un regard. Dès que mes pieds touchent le sol, il démarre en trombe, faisant crisser les pneus. Tel un automate, je me rends chez Jeanne et monte directement à l'étage. Toujours vêtue de ma belle robe, je m'effondre sur le lit. En cet instant, je sens quelque chose mourir en moi. La confiance, pilier de notre couple, s'effrite dans les fissures de cette soirée cauchemardesque. Au réveil le lendemain matin, mon premier réflexe est d'attraper mon cellulaire pour consulter mes messages. Phénix m'a envoyé un texto. Je serai chez Jeanne à 8 heures. Je t'attendrai à l'extérieur. Je jette un coup d'œil à l'heure, constatant qu'il me reste seulement 15 minutes pour me préparer. En hâte, j'enfile un jean et un chandail, puis je me rends rapidement à la salle de bain pour me brosser les dents. En descendant l'escalier, je glisse et tombe, sentant déjà une nouvelle ecchymose se former sur mon derrière. Cependant, cela ne retient pas mon attention bien longtemps. En ouvrant la porte, je découvre Phénix adossé contre la Jeep. Une énergie puissante et destructrice émane de lui, une vibration sombre qui me donne la nausée. « Viens Anna, on va marcher », lance-t-il d'une voix froide en se dirigeant à grande enjambée vers le parc au coin de la rue. Hésitante, je lui emboîte le pas, les souvenirs de la veille me martelant le crâne avec une telle force que j'ai l'impression que ma tête va exploser de douleur.
Il s'adosse finalement contre un arbre loin des jeux pour enfants, et c'est là que je remarque une étrange morsure dans son cou, montrant 2 marques distinctes où les dents ont pénétré dans sa peau. « Qui t'a fait ça » m'exclamai-je, prise de panique. « Ça ne te regarde pas » répond-il d'un ton à la fois ferme et distant. « Si, ça me regarde » protestai-je. « Malgré tout ce qui s'est passé, je t'aime encore et je me soucie de ton bien-être. » Son silence m'accable, mais dans ses yeux je perçois un mépris glacial envers mes paroles. Il me fixe avec une intensité férocement différente, ravivant en moi le souvenir de l'horrible vision que j'ai eue la nuit où Jeanne et lui se sont rencontrés. La panique monte en moi, telle une marée noire, empoisonnant chaque parcelle de mon être. « Phoenix, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis hier, tu n'es pas toi-même. » J'essaie de sonder son état en posant ma main sur son front, mais il esquive mon geste avec une vivacité surprenante. « Parce que tu crois me connaître après seulement quelques mois de fréquentation, » réplique-t-il en me scrutant avec mépris. Sa réaction me renvoie une fois de plus à cette vision troublante que j'ai eue. Il enchaîne d'un ton tout aussi glacial. « C'est justement là le problème. Tu es trop jeune et ton manque d'expérience te rend incapable d'avoir une vision claire de la vie et de moi-même. » Je croyais te connaître, bredouillai-je, submergée par une sensation d'asphyxie dans cet océan de souffrance. Je me sens diminuée jusqu'au plus profond de mon être, trahie par cet homme que j'aime de tout mon cœur. Il est désormais évident que je ne pourrai jamais satisfaire ses attentes ni combler ses besoins. Ma jeunesse semble me condamner, me reléguant au rang d'une simple enfant à ses yeux. Cette révélation me frappe avec la force d'un coup de masse. J'ai cru en cet amour improbable, mais devant mon incapacité à être à la hauteur de Phoenix, la vie me l'arrache impitoyablement. C'est indéniable, je ne mérite pas un tel cadeau. Les mots qui suivent, échappant de ses lèvres, confirment avec brutalité mes craintes. Nous venons de 2 univers complètement différents, Anna. Toi, tu passes tes journées avec les bisounours, dans un monde empreint d'innocence, tandis que je navigue dans des eaux bien plus sombres, où le luxe de rêver n'est pas une option. Sa déclaration me plonge dans une confusion encore plus profonde. Il avait pourtant loué l'aspect naïf de ma personnalité, mais ses paroles actuelles révèlent une toute autre facette de ses pensées. J'ai besoin de comprendre, Phoenix. J'ai tenté de percer les mystères de ton univers, celui que tu me gardes secret depuis le début de notre rencontre, mais tu refuses toujours de m'en parler. Il reste silencieux, son regard évitant soigneusement le mien, comme s'il redoutait les conséquences de la révélation de sa véritable nature. Phoenix, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir, insistai-je, le cœur battant d'anxiété. Enfin, son regard trouve le mien, mais son expression se durcit davantage. Tu n'as pas idée de ce que tu me demandes, Anna. Si tu savais vraiment qui je suis et d'où je viens, tu me rejetterais sans hésitation, réplique-t-il d'une voix tranchante, empreinte de douleur et de colère. Sa réaction me glace d'effroi, mais je refuse de fléchir. Je ne te tournerai pas le dos, peu importe ce que tu as à me dire. Tout ce que je veux, c'est la vérité, affirmai-je, déterminée à percer le mystère qui l'entoure. Cependant, il ne semble pas convaincu, sa méfiance plus forte que jamais. « Tu ne comprends pas, Anna, je suis dangereux », rétorque-t-il, sa voix chargée d'un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. « Mais en quoi es-tu dangereux ?» Je bafouille, ces paroles me prenant au dépourvu. Je n'ai jamais perçu en toi la moindre intention malveillante envers qui que ce soit. Un rire dénué de toute joie s'échappe de ses lèvres. « Tu tiens vraiment à connaître mon monde », souffle-t-il finalement, comme s'il acceptait à contre-cœur l'idée de partager quelque chose qu'il redoute. « Plus que tout, je confirme, prête à affronter la vérité, aussi sombre soit-elle. »« Alors tu l'auras voulu, mais ne te dérobe pas lorsque les ténèbres se révéleront, » me prévient-il d'un ton sévère. Il inspire profondément, comme s'il se préparait à plonger dans un abîme dont il aurait préféré rester éloigné. « Mon monde n'est pas aussi simple que le tien, Anna. Il est sombre, imprévisible, rempli de dangers et de secrets que je préférerais oublier. Mais je ne peux pas oublier. Mon passé me hante, me tourmente, et il est indissociable de qui je suis aujourd'hui. » Il s'arrête un instant, regardant au loin comme s'il cherchait les mots justes. « J'ai enduré des épreuves d'une brutalité à laquelle tu n'oserais même pas songer. Des combats dévastateurs, des décisions déchirantes, des pertes insurmontables. Mon monde est celui de la guerre, de la souffrance, de la lutte acharnée pour la survie. Je suis née au cœur des flammes de l'enfer et j'ai grandi dans les ténèbres, forgée par la violence et la nécessité. Chaque inspiration que je prends est une victoire arrachée au néant, une preuve de ma résilience face à un destin impitoyable.
Sa voix vacille légèrement, trahissant l'émotion qu'il tente de contenir. Je ne porte pas fièrement le fardeau de tout ce que j'ai accompli, des sacrifices que j'ai dû consentir, des abîmes dans lesquels j'ai dû plonger. Mais c'est cette forge des ténèbres qui m'a façonné, qui m'a endurci, qui m'a permis de lutter et de subsister jusqu'à ce jour. Chaque épreuve, chaque cicatrice, chaque défi surmonté a contribué à façonner l'homme que je suis devenu, aussi sombre soit-il. Il baisse les yeux, comme honteux de ses propres révélations, comme s'il craignait ma réaction. Un silence pesant s'installe entre nous, alors que j'absorbe chaque mot avec une intensité troublante. L'image du héros mystique que je m'étais faite de Phénix s'effrite, laissant place à une réalité sombre et complexe que je ne peux plus ignorer. Tandis que j'essaie de démêler cet enchevêtrement d'émotions, les paroles de Gadrel résonnent dans ma tête. Je suis curieux de voir si tu lui as vraiment dit toute la vérité. « Pourquoi as-tu choisi de me cacher tout cela ?» murmurai-je enfin, mes pensées en ébullition. Son regard fuyant trahit une lutte intérieure, comme s'il affrontait ses propres démons. « Parce que je ne voulais pas que tu me vois comme un monstre, » répond-il d'une voix brisée. « Parce que je voulais te protéger de cette part sombre de moi-même, de cette obscurité que je préférais enterrer à tout jamais. Mais je réalise maintenant que je ne peux plus le faire. Alors, peux-tu me dire ce qui s'est réellement passé hier entre Gadrel, Aluka et toi? Et à qui faisait-elle allusion lorsqu'elle a mentionné qu'il te pourchasserait tant que tu serais avec moi? » « Anna, je ne peux pas te dire la vérité à ce sujet, » réplique-t-il, sa voix empreinte de tristesse. « C'est compliqué et j'ai peur que tu ne sois en danger si tu apprends tout. » Sa réponse me laisse frustrée et ravive mes doutes. Pourquoi persiste-t-il à me dissimuler des choses? Pourquoi lui est-il si difficile de me faire confiance? Les paroles de Gadrel résonnent à nouveau dans ma tête, comme un écho sinistre. Je suis curieux de voir si tu l'as vraiment dit toute la vérité. Confrontée à l'hésitation de Phénix, je commence sérieusement à envisager la possibilité que Gadrel ait finalement raison. Mais cette pensée n'est rien comparée à la peur grandissante qui s'insinue en moi à l'idée que je puisse être en danger. Les mystérieuses capacités d'Aluka et de Gadrel me hantent, alimentant mes craintes qui se retournent contre moi. Le simple fait que je sois aussi impliquée dans la vie de Phénix pourrait les inciter à me percevoir comme une menace. Je dois comprendre pourquoi Aluka et Gadrel semblent me cibler, articulai-je d'une voix tremblante. « Anna, je veux que tu m'écoutes attentivement, » commence-t-il d'un ton calme mais sérieux, sa main se posant doucement sur mon épaule comme pour me transmettre son assurance. « Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? Je te protégerai quoi qu'il arrive. C'est ma priorité absolue. » « Mais pourquoi s'intéresse-t-il à moi ?» insistai-je, l'anxiété imprégnant de plus en plus mes paroles. Un voile d'ombre passe dans ses yeux, trahissant une inquiétude qu'il tente de masquer. « Comme je te l'ai dit, c'est compliqué, mais sois assuré que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir ta sécurité. Tu peux avoir confiance en moi, je te le promets. » Sa réponse apaise momentanément mes craintes, mais une vague d'angoisse persiste, agitant mes pensées comme des feuilles emportées par le vent. Je me retrouve piégée entre le désir de croire en lui et la nécessité de protéger ma propre intégrité. Comment puis-je lui faire confiance si nos fondations sont ébranlées par des secrets et des demi-vérités? La méfiance s'insinue dans mon esprit, me laissant vulnérable face à l'incertitude qui règne désormais entre nous. « Phénix, je suis désemparée, » balbutiai-je, ma voix frémissant d'émotion. « Comment puis-je encore te faire confiance si tu continues à me dissimuler des choses aussi importantes? Comment puis-je être sûre que tu ne me mens pas sur d'autres sujets? » Il détourne les yeux, une lueur de honte et d'impuissance traversant son regard. « Je comprends que tu es en colère et méfiante, mais s'il te plaît, crois-moi quand je te dis que je fais cela pour te protéger. Je ne veux pas te perdre. » Sa sincérité transparaît dans ses paroles, mais je reste emprisonnée dans un tourbillon d'incertitude. La confiance que je lui avais si naturellement accordée est désormais ébranlée par un flot incessant de questions sans réponse. « Je veux te croire, Phénix. Vraiment, je le veux. Mais chaque fois que nous semblons nous rapprocher, quelque chose vient nous séparer, quelque chose que tu me caches, » murmurai-je, mes émotions à vif. Je me sens déchirée par une multitude de sentiments contradictoires. L'amour que je lui porte, la peur de le perdre et la douleur sourde de réaliser que notre relation est basée sur des mensonges et des secrets. Son regard empreint de détresse me transperce. « Je te promets que je ferai tout pour regagner ta confiance.
Je refuse que tout cela se termine ainsi, déclare-t-il d'une voix chargée d'émotion. Son désir de rédemption est évident, mais malgré cela, je sens que quelque chose en moi s'est brisé. Les paroles de Gadriel continuent de résonner dans ma tête, et les doutes qui s'insinuent en moi ne peuvent plus être ignorés. « Je suis désolée, Phoenix, mais je ne sais pas si je peux continuer ainsi, » murmurai-je d'une voix à peine audible. Un lourd silence s'installe entre nous, chacun confronté à nos propres démons intérieurs. L'incertitude quant à notre avenir pèse sur nos épaules, créant un fossé entre nous qui semble insurmontable. Pour m'aider dans ma décision, tu dois m'expliquer pourquoi ton ex est apparu au mess hier soir, déclarai-je enfin. Il hésite un instant, comme s'il craignait ma réaction, mais finalement, il brise le silence qui nous entoure. Les mots résonnent dans l'air, emplissant l'espace de leur poids insupportable. Aluka, elle vient du même monde que moi. Notre relation est ancienne, aussi vieille que l'univers lui-même. Cette révélation m'atteint de plein fouet, comme un coup de poignard en plein cœur. Toutes mes craintes et mes suspicions se trouvent brutalement confirmées. Il m'avait pourtant assuré qu'elle était de l'histoire passée, mais voilà qu'il m'avoue le contraire. La douleur m'étreint, me laissant sans voix. Tu m'as menti, je parviens à balbutier, les mots peinant à franchir mes lèvres. Tu m'as dit qu'elle ne signifiait plus rien pour toi. Une lourdeur s'abat sur lui, et il baisse les yeux, accablé par la honte qu'il submerge. Anna, je craignais ta réaction si je te révélais la vérité au sujet d'Aluka. Je voulais te protéger, mais je réalise maintenant que c'est une erreur. Cependant, tu dois comprendre que ce qui nous liait, elle et moi, n'est plus qu'un lointain souvenir. Je ne ressens plus aucun sentiment amoureux à son égard. Pourtant, ces paroles ne font que raviver la blessure béante dans mon cœur. Aluka, cette femme mystérieuse qui dégage la même prestance et confiance que Phoenix, se dresse-t-elle une ombre menaçante entre nous. En sa présence, je me suis sentie écrasée par un sentiment d'insignifiance, comme si je ne pouvais rivaliser avec une histoire aussi ancienne et puissante que la leur. Les larmes embuent mes yeux et un sanglot de détresse m'échappe. Comment puis-je te faire confiance maintenant si tu es capable de me cacher une chose aussi importante? Si tu ressens le besoin de mentir pour me protéger, alors où est la place pour moi dans tout ça? Balbutiai-je d'une voix brisée. La douleur lancinante dans ma poitrine semblait étouffer tout espoir, toute confiance que j'avais en lui. Le poids de ses mensonges, la trahison flagrante de sa part, m'écrase sous un flot d'émotions dévastatrices. Je me sens trahie, blessée, mais surtout submergée par un profond sentiment d'infériorité par rapport à cette femme mystérieuse qui hante ses pensées. Aluka, avec son aura puissante et son lien ancestral avec Phoenix, est une présence intimidante que je ne peux simplement pas ignorer. Anna, je t'en prie, essaie de comprendre. Je sais que cela peut paraître impossible à accepter maintenant, mais Aluka et moi, c'est du passé. Tu es la seule qui compte pour moi, tu le sais. Je t'aime, Anna, plus que tout au monde, implore-t-il d'une voix empreinte de désespoir. Je vacille, partagée entre l'envie de croire ses paroles et la douleur brûlante qui consume mon cœur. Mais même ces supplications ne peuvent apaiser le chaos qui règne en moi. Phoenix, je ne peux plus, je bafouille, les sanglots étouffant mes mots. C'est trop de secrets, trop de mensonges. Je suis désolée, mais je ne peux plus continuer comme ça, je murmure, la voix étranglée par les larmes. Je ne peux plus rester dans cette relation où je me sens en compétition avec une ombre de ton passé. Il s'approche de moi, tentant de me retenir, mais je recule instinctivement, me protégeant des blessures qu'il a infligées. « Je t'en prie, ne pars pas » gémit-il, les yeux embués de larmes. Cependant, je me détourne, consciente que demeurer près de lui ne fera qu'accentuer le tourbillon d'émotions destructrices. Peut-être qu'un jour, lorsque les cicatrices auront eu le temps de guérir, nous pourrons envisager un nouveau départ. Mais pour l'instant, je dois partir avant de me perdre complètement dans les ténèbres de son passé. Phoenix, c'est fini entre nous, affirmai-je, ma voix chancelante mais déterminée. Sans un mot de plus, je m'éloigne, sentant le poids de la tristesse s'abattre sur mes épaules. Chaque pas que je fais est une lutte contre l'attraction magnétique de ses yeux. Chaque battement de mon cœur un rappel poignant de l'amour que je lui porte toujours. Mais même l'amour a ses limites, et les mensonges et les secrets ont finalement détruit les liens qui nous unissaient. Je m'immobilise un instant, submergée par un tourbillon d'émotions incontrôlables. Les larmes dévalent sur mes joues alors que je sens mon univers tout entier s'effondrer autour de moi. Le vide et la douleur me brisent de l'intérieur.
C'est un adieu déchirant, mais nécessaire pour préserver ma propre survie. Je me retourne une dernière fois vers lui, cherchant désespérément dans ses yeux la réponse à toutes les questions qui tourmentent mon esprit. Mais je n'y trouve que le reflet de ma propre douleur, un écho poignant de ce que j'ai laissé derrière moi. « Anna, je t'en supplie, ne pars pas », répète-t-il dans une tentative désespérée, ses mots chargés d'agonie. « Nous trouverons bien un moyen de traverser cette tempête. » « Non, Phénix, c'est terminé, je déclare d'une voix lourde de tristesse et de résignation. » Il reste là, muet, figé, son regard exprimant des remords cuisants et un profond désespoir, tel un naufragé échoué sur le rivage, impuissant face aux vagues déchaînées. Mais même son chagrin ne peut combler la fissure béante qu'il a creusée en moi. Alors, je m'éloigne, abandonnant derrière moi une histoire d'amour brisée et les vestiges de ce que nous aurions pu être. Dans un ultime soupir, je laisse échapper un murmure. « Si seulement tu avais été honnête dès le début. »